Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un roman intitulé Le baiser aux lépreux. C'est un roman de François Mauriac, paru en 1922. Jean Pélouère se réveille de sa sieste. C'est un homme laid qui se sait laid. Il fait attention à ne pas réveiller son père Jérôme Pélouère, qui exige un parfait silence lors de son sommeil. Jean sort de la maison afin de se rendre chez le docteur Piochon et son fils Robert. Une fois sur place, il apprend que Robert et son père sont partis déjeuner en ville. Jean décide d'attendre Robert. Il lit dans un livre de Nietzsche que le sentiment de puissance est bon, tandis que la faiblesse est mauvaise. Le christianisme serait le vice le plus nuisible, car cette religion a de la pitié envers les faibles. La laideur de Jean lui a causé injustement du tort dans le passé. Il n'a jamais connu sa mère, morte phtisique. Son père l'aime comme un souffrant reflet de lui-même. La religion est pour lui un refuge, une consolation, un moyen de déverser ses confidences. Il compare son sentiment religieux à celui de son père qu'il trouve supérieur au sien. Il revient chez lui. Son père se réveille. Au soleil couchant, Jean se promène dans le jardin. Il voit le petit-fils de Cadette s'occuper du potager. Contrairement à lui, cet homme est beau et aimé, ce qui fait qu'il pense que le rôle entre le maître et le domestique devrait être inversé. Il voit son père se promener lui aussi dans le jardin avec un livre de Montaigne à la main. Jean se dit que cet auteur, tout comme la religion, pourrait l'aider dans l'échec de sa vie. Le lendemain, Félicité Cazenave, qui est la tante de Jean, et son fils vont venir à la maison, comme c'est le cas tous les jeudis. Jérôme n'apprécie pas ces visites. Il fait une remarque sur le manque de coquetterie de son fils. Il se prépare quelque chose pour Jean, mais le jeune homme ne pressent rien pour le moment. Durant la nuit, Jean dort peu tant il est tiraillé par ses réflexions et ses questionnements. Le matin, de sa maison, il aperçoit Noémie Dartiel, qui est une jeune femme de 17 ans. Cette femme plaît à Jean. Il voit également le petit-fils de Cadette, qui, beau, peut se permettre de regarder Noémie en face. Jean retrouve dans le jardin le petit-fils de Cadette et se met à le haïr. Jean entend la voix du curé à la maison. Arrive ensuite Fernand Cazenave et sa mère. À table se retrouvent la tante, Fernand, Jérôme et Jean. Jérôme dit à son fils que le curé est venu le voir, car il aimerait le marier. Alors que Fernand se moque de cette idée, la tante pense que si le mariage se fait, il faudra que Jérôme n'habite pas avec le couple. Ce n'est qu'après le départ des Cazenave que le père révèle à son fils le nom de la jeune femme choisie. Il s'agit de Noémie Dartiel. Jean pense que Noémie ne voudra jamais de lui. Cependant son père lui dit qu'elle ne montre aucune répugnance. Jean a du mal à imaginer que la jeune femme soit consentante. En réalité, il ne faut pas que la richesse des Pélouère aille dans les mains des Cazenave. Jean pourra voir Noémie dès le lendemain au presbytère, dans lequel ils seront laissés en tête-à-tête. Choqué par l'offre qu'on lui propose et qui correspond à ses attentes, Jean éprouve une terreur. Cependant, il donne son assentiment. Jean se sent déjà autre. Il n'est plus un esclave, mais un maître. Jean est au presbytère avec Noémie, le curé et Madame Dartiel. Maintenant que Jean peut voir Noémie de près, il lui découvre quelques menus défauts. Pour éviter le silence, le curé et Madame Dartiel n'arrêtent pas de parler. Comme prévu, le curé et Madame Dartiel se retirent et laissent les deux jeunes gens ensemble. Quand ils sont seuls, ce n'est plus Jean qui regarde Noémie, mais Noémie qui regarde Jean. Cet homme est bien loin de ce dont avait rêvé Noémie, cependant on ne refuse pas le fils Pélouère. Jean ne lui demande pas de l'aimer, mais seulement la permission de l'aimer. Mal à l'aise, Noémie est soulagée lorsque le curé et sa mère reviennent. Noémie et sa mère s'en vont. Jean a le pressentiment que Noémie est une fleur déjà coupée. Jean est tiré de l'ombre à la lumière. Les gens sont déjà autres avec lui. Jean revoit Noémie chez ses parents. Il lui parle afin de lui faire comprendre les avantages de l'esprit. Noémie l'écoute poliment, mais ne semble pas emballée. Quand il est tard, Madame Dartiel sépare les deux tourtereaux. Jean se dit qu'il arrivera certainement une catastrophe avant son mariage. Quand elle est seule dans sa chambre, la nuit, Noémie pleure. Elle sait qu'elle devra supporter toute sa vie cet homme qu'elle surnomme le Grillon et qu'elle fera naître un enfant qui ressemblera à son père. Elle dit à sa mère qu'elle préfère entrer au Carmel, plutôt que de se marier. Sa mère la pousse à accepter ce mariage. Aucune catastrophe n'arrive avant le mariage. Le jour de l'événement, Jérôme préfère rester dans son lit. Jean se rend compte des apitoiements de la foule à cause du mariage mal assorti. La chaleur gâte le repas et fait transpirer les femmes fortes. Fernand Cazenave n'a pas pu intervenir pour éviter ce malheur. Jean et Noémie sont maintenant dans une maison sinistre d'Arcachon. À l'aube, dans la chambre, Jean est auprès de Noémie qui est tel un cadavre. Alors que le couple devait être absent 3 semaines, il revient au bout de 10 jours dans la maison Pélouère.
Bien des gens veulent savoir si Noémie est malheureuse, mais la jeune femme ne laisse rien transparaître. Noémie prend soin de Jérôme. Durant ce temps-là, Jean s'échappe à l'extérieur et part à la chasse. Cependant, la nuit vient toujours trop vite pour lui. Il sait que Noémie souffre de sa présence lorsqu'ils sont tous les deux à la maison. Noémie peut avoir des gestes d'une épouse durant quelques minutes, mais Jean n'est pas dupe. Jérôme voit le côté pratique de cette jeune femme qui sait s'occuper de ses affaires et qui sait prendre soin de lui. Jean essaie de cacher sa présence en s'effaçant le plus possible. Vient toujours le moment délicat durant lequel les deux époux sont ensemble dans la chambre. Jean se rend compte de l'effroi qu'il provoque en sa femme et s'en éloigne le plus possible. Dans le noir, après avoir constaté que Jean a pleuré, Noémie l'étreint. Jean part très tôt de la maison pour la chasse à la palombe, pour ne pas déranger sa femme de sa présence. Afin de rentrer le plus tard possible, après la chasse, il se rend à l'église. Lorsqu'il dîne avec sa femme, il se rend compte que sa simple présence suffit à faire dépérir sa jeune épouse. Alors que le récent ménage est en train de se dégrader, l'état de Jérôme ne cesse de s'améliorer au contact de la jeune femme. Noémie, elle aussi, fait tout pour retarder le moment lors duquel elle devra être dans le lit en compagnie de son mari. Elle est dégoûtée par le corps et par le contact avec son époux. Pour empêcher Jean d'aller plus loin, elle fait semblant de dormir. La situation difficile de Jean et de Noémie fait en sorte que jamais ils ne se disputent, l'un faisant attention à ne pas blesser l'autre. Tandis que Jean se pense l'unique coupable, de son côté Noémie se semble amable de ne pas être une épouse selon Dieu. Alors que le corps de Noémie fuit celui de Jean, Jean fuit le dégoût de Noémie. Le curé rend souvent visite au Pélouère. Bien que personne ne révèle ses difficultés, le curé paraît soucieux et ne discourt plus comme avant. Jean avait commencé un travail d'histoire locale, mais ne l'a pas fini, soi-disant par manque de documents essentiels. Le curé le pousse à se rendre à Paris, à la Bibliothèque nationale. Le mauvais temps du mois de décembre empêche Jean de s'enfuir du domicile familial aussi aisément qu'auparavant. Noémie s'oblige à protester contre le départ de son mari pour Paris. Elle veut en réalité le pousser à partir. Jérôme, lui, espère vivre seul avec sa bru. Le curé encourage Jean à s'en aller. Jean a peur de partir, mais face à l'insistance des autres, il cède. Jean n'est même pas encore parti, que Noémie commence à reprendre vie. Jean finit par s'en aller, au grand soulagement de sa femme. Jean loge dans un hôtel. Le lendemain, il passe du temps dans le café de la gare. Il touche un train qui aura le bonheur de descendre dans le sud et qui passera à 80 km de sa maison. Il pense à Noémie et à la joie que doit ressentir cette femme à pouvoir se coucher sans l'avoir à ses côtés. Il a un instant l'envie d'être violent envers elle. Il reçoit tous les 3 jours une lettre de Noémie souhaitant son retour. Dans ces lettres, son père écrit que Noémie va de mieux en mieux et que sa propre santé s'améliore. Un jour, une prostituée fait une avance à Jean, mais il prend la fuite. Il décide finalement de rencontrer ce type de femme dans un cabaret. Dans un tel endroit, personne ne se moque de lui. Il part avec une femme blonde et va à l'hôtel avec elle. Il ne peut se résoudre à consommer. Il la paie, puis s'en va. À la terrasse d'un café, il scrute les visages des passants. Il s'aperçoit que tous sont des vices et qu'il n'existe pas de maître. À Paris, Jean devient de plus en plus malade. Il fréquente l'église de la Madeleine, puis l'église Saint-Roch. Il ne va jamais dans une bibliothèque. Une lettre du curé le fait revenir rapidement chez lui. Le curé a écrit la lettre après que Noémie lui ait avoué avoir des tentations. Après le départ de son mari, Noémie a compris qu'elle n'était plus une jeune fille, mais une femme. Son corps exigeait une certaine satisfaction, sans qu'elle comprenne de quoi il s'agissait. Un jour, Noémie a rencontré un étranger qui cherchait le docteur Piochon. Le lendemain, l'étranger revient et passe lentement devant la maison. De Jérôme, Noémie apprend qu'il s'agit d'un jeune médecin appelé afin de guérir le fils Piochon atteint de tuberculose. Ce docteur tente de guérir la tuberculose en prescrivant de la teinture d'iode à grande dose. Les jours suivants, le médecin repasse devant la maison tout en s'attardant. Noémie pense à ouvrir les volets la prochaine fois. Le visage de l'étranger devient une obsession. Le lendemain, les volets restent pourtant clos. Elle s'est alors mise à écrire des lettres à Jean dans lesquelles elle disait s'ennuyer de lui. Au moment où elle allait faiblir, le médecin ne se montre plus, car il a été renvoyé par le docteur Piochon. Jean revient chez lui. Noémie attend son mari à la gare. Elle ne retrouve pas le mari dont elle avait retouché l'image dans son souvenir. De plus, Jean est réellement changé et est affaibli, maladif. Jean retrouve une femme éclatante et fleurissante. Noémie s'occupe de Jean. Jérôme refuse que Noémie fasse appel à Piochon pour son fils. Jean fait installer un lit-cage afin de ne plus dormir avec sa femme. Il est traité comme un grand malade par Noémie. Jérôme envoie finalement le petit-fils de Cadette chercher le jeune médecin étranger.
À la venue du docteur, Noémie se cache dans l'ombre, tandis que le médecin regarde Noémie. Le cas de Jean n'est évidemment pas alarmant. Cependant, il juge utile de suivre le malade. Néanmoins, Noémie refuse. Le docteur s'en va. Jean reprend ses habitudes. Noémie recommence à dépérir. La nuit, lorsqu'elle lui demande de la rejoindre dans son lit, Jean fait semblant de dormir. Lorsqu'elle lui donne des baisers, il lui demande de le laisser. Jean revient abattu de ses promenades lors desquelles il ne chasse plus. Noémie le surprend en train de tousser. Le lendemain, Jean part faire sa promenade habituelle, alors que Noémie aurait préféré qu'il reste à la maison. Dans l'après-midi, Noémie entend sonner le glas. Elle se doute que le fils Piochon est décédé. Elle apprend par Cadette que Jean passe tous ses après-midi avec le fils Piochon depuis plus d'un mois. Noémie aperçoit Jean sortir de la maison des Piochons, puis se rendre à l'église. Jean dort maintenant dans une chambre du rez-de-chaussée, afin de protéger Noémie de la contagion. Il n'est plus capable de manger grand-chose. Le docteur Piochon fait appel à son jeune confrère. La présence de ce jeune médecin ne laisse pas insensible Noémie. Lui-même est attiré par Noémie. Jean se sait maintenant aimé de sa femme. Noémie reproche au curé et au docteur Piochon de ne pas l'avoir averti des haltes que faisait son mari auprès du fils Piochon. Le curé est en proie à des sentiments contradictoires, quelquefois se félicitant de ce qu'il a fait, parfois se portant le blâme. De son côté, le jeune médecin sait qu'il a réussi à séduire Noémie, mais il ne comprend pas pourquoi elle n'est pas à lui. Il pense pouvoir la posséder lorsque Jean sera décédé. Noémie exprime des remords face à Jean et ne comprend pas que Jean soit le seul responsable de leur mariage décevant. Elle se met à l'aimer maintenant qu'il est proche de la fin. Un jour qu'il fait semblant de dormir, il assiste au comportement étrange du jeune médecin envers Noémie qui est endormie. Après son réveil, Noémie fait tout pour mettre de la distance entre elle et le médecin. La pensée que Noémie et le médecin seront ensemble après sa mort provoque une souffrance à Jean. Il se demande si Noémie a conscience de l'intérêt que lui porte le médecin. La maladie fait en sorte que Jean rompt peu à peu avec tout ce qui l'animait. Il a de moins en moins conscience de ce qui l'entoure. Ses proches savent que sa fin est proche. Il finit par décéder. Jean est enterré. Noémie porte le deuil pour 3 ans. Elle s'invisibilise en ne sortant pratiquement plus de chez elle et en portant une robe noire. Le curé ne parvient pas à faire plier Jérôme sur une clause stipulant que Noémie ne pourra hériter que si elle ne se remarie pas. Bien que le jeune docteur s'intéresse toujours à Noémie, il n'a aucune chance avec elle. Il se met à boire. Jérôme ne s'est jamais aussi bien porté. Sans réelles activités, Noémie se divertit avec la nourriture, ce qui lui fait prendre du poids. Un jour, en promenade, elle aperçoit le jeune médecin rendre visite à un malade et préconiser de grosses quantités de teinture d'iode. Au lieu de se rapprocher du médecin, elle s'éloigne. Elle décide de rester fidèle à Jean, même au-delà de la mort. Le roman revient plusieurs fois sur les concepts de maître et d'esclave. Il va sans dire que Jean se prend pour un esclave et prend les autres pour des maîtres. Jean se compare défavorablement à son père. En effet, Jérôme est plus dévot que lui et a la bonne idée de lire les essais de Montaigne. Jean est esclave de son corps. Sa laideur lui interdit certaines choses et sa laideur fait également en sorte qu'il s'interdise certaines choses. Son manque de beauté a provoqué par exemple l'absence de récompense scolaire, malgré son mérite. Il est sujet aux moqueries des femmes. Nous savons que lorsqu'il se promène, Jean a l'habitude de soliloquer et de bouger étrangement. Ceci est peut-être dû à la solitude de Jean associée à un trop-plein émotionnel. Jean a besoin de parler, mais n'a personne pour le faire et n'a personne pour l'écouter. La religion lui permet de se déverser. Son manque de beauté fait également en sorte qu'il se place en retrait par rapport aux autres. Jean ne mène pas une existence heureuse. Au début du roman, il vit avec un père despote qui impose le silence dans sa maison et aux alentours lorsqu'il fait la sieste. Il n'a jamais connu sa mère, qui est décédée phtisique. Son seul ami semble être Robert, qui est le fils du docteur Piochon. Il nourrit un complexe d'infériorité vis-à-vis du petit-fils de Cadette. Ce dernier n'est que le petit-fils de la bonne, alors que Jean est dans une famille qui possède une fortune importante. Le petit-fils de Cadette est beau, alors que Jean est laid et c'est là le nœud du problème. Jean associe la laideur à l'esclave et la beauté à la puissance. C'est ce qui fait croire que les rôles entre lui et le petit-fils de Cadette devraient être inversés. Le charme de l'un et l'ideur de l'autre a des répercussions bien plus grandes, puisqu'elle touche au domaine de la séduction. Alors que le petit-fils de Cadette peut regarder Noémie en face, Jean ne peut la regarder que de manière cachée à partir de sa maison. Ne pouvant séduire, Jean doit se contenter des miettes, comme lorsqu'il respire la fragrance de la robe de Noémie lors de ses apparitions à l'église. Jean ne connaîtra la vérité qu'à Paris lorsqu'en analysant les gens, il découvrira que les maîtres n'existent pas. Au final, les humains ne sont que des esclaves, ont tous leurs propres travers et leurs propres problèmes. Le malaise que ressent Jean est la preuve que l'argent ne suffit pas. Jean,
lui-même ne pense pas à l'argent. Ce sont les autres qui y pensent. Ce sont les Cazenave qui s'inquiètent du devenir de la richesse des Pellouer. C'est Jérôme qui s'inquiète du destin de sa propre richesse. C'est le curé qui cherche à protéger la richesse des Pellouer. C'est les Dartiel qui sont responsables du mariage entre Jean et Noémie, car on ne refuse pas le fils Pellouer. Tous ces êtres sont coupables de ce mariage. Pourtant Jean et Noémie s'accusent eux-mêmes, alors qu'ils sont innocents. Jean a été trompé. En effet, Jérôme lui a dit que Noémie n'a pas montré de signe de répugnance au mariage. L'attitude de la jeune femme lors de leurs entrevues dans la nef, puis au domicile de Noémie, démontre pourtant le contraire. De plus, l'offre a été faite à Jean au moment où il souffrait désespérément de solitude, où il désirait ardemment une conquête et où il était amoureux de Noémie depuis un certain moment. Après tout, Jean demande à aimer et même pas à être aimé. Noémie est elle aussi innocente. Si elle s'est mariée, c'est car ses parents l'ont poussée vers cette direction. Le soir, après l'entrevue à la nef, Noémie pleure du gâchis que sera son mariage. Elle préfère entrer en religion, plutôt que de se marier à Jean. Sa mère utilisera différents arguments afin de faire plier la jeune femme. Jean a lui aussi conscience de la grande erreur que sera le mariage. En effet, il sait que Noémie va devenir une fleur moins vivante. Jean sait qu'il ne peut pas compter sur sa beauté physique. C'est pourquoi il parle afin de faire comprendre l'importance de son esprit. La jeune femme n'y sera pas sensible. Jean et Noémie sont des personnes contraires. Jean n'est pas beau, mais a une supériorité de l'esprit. Noémie est une belle femme. Elle attire l'intérêt des hommes. Jean est amoureux d'elle, le petit-fils de Cadette s'intéresse à elle, le jeune médecin lui porte de l'intérêt. Dans la majeure partie du roman, elle est rebutée par l'aspect physique de Jean et ne cherche pas à le connaître plus profondément. Son dégoût est la source de son déclin. Lorsque Jean est à Paris, il dépérit, alors qu'en même temps sa femme s'épanouit et est inconsciemment en recherche de sensualité. Les deux personnages principaux connaissent des évolutions contraires. Dans un premier temps, Jean tente de s'approcher de Noémie, mais Noémie fait part de sa répulsion. Après le retour de Jean de Paris, Noémie tente de se rapprocher de Jean. Cette démarche est peut-être sincère, peut-être forcée. Jean rejettera les contacts que cherchera à avoir Noémie, soit parce qu'il voit trop clair, soit par peur de la contaminer. À la fin du roman, il est écrit que Noémie est inculte et sans intelligence. Pourtant, elle parvient à rejoindre son défunt mari lors de sa contemplation de la nature. Jean et Noémie ont deux palliatifs à leurs soucis, la religion et la forêt landaise. La nature permet à Jean de s'échapper de sa maison dans laquelle sa présence suffit à mettre mal à l'aise Noémie. La nature est également un miroir qui reflète les différents états d'esprit de Jean. La religion n'a pourtant pas la même fonction selon les personnages. Jean se rend souvent dans des églises, que ce soit à la fin de ses parties de chasse ou lors de son passage à Paris. Pour lui, la religion lui permet d'obtenir la pitié que le christianisme a envers les plus faibles, donc les personnes comme lui. La religion a un effet miroir. Par ailleurs, les miroirs sont omniprésents dans le roman, rappelant sans cesse à Jean sa laideur, donc son problème. Pour Noémie, la religion sert de marche à suivre. Si elle se marie, c'est en partie parce que le curé lui a choisi ce mariage. Elle est présentée comme une personne soumise à Dieu. Le christianisme lui servira ensuite à se comporter de telle manière après son mariage, mais aussi après le retour de Jean à la maison. Bien que le christianisme soit contre le fait de s'auto-supprimer, nous pouvons analyser les actes de Jean comme des actes visant à mettre fin à sa vie. Lors de son passage à Paris, il se laisse mourir à petit feu. Il y a un contraste saisissant entre Jean au moment de son départ à Paris et Jean au moment de son retour à la maison paternelle. Le fait que Jean fréquente volontairement un tuberculeux peut être vu comme un acte volontaire de mettre fin à ses jours. Jean savait son ami malade et lui a rendu fréquemment visite sans doute pour lui aussi attraper la maladie. Il a quitté cette vie dont il n'avait rien à espérer. Dès l'aube, les déchirantes plaintes des porcelets éveillèrent Jean. Comme chaque jeudi, il évita de pousser les volets, afin que le marché ne le vît pas. Sur le trottoir, tout contre la fenêtre, Madame Bouridet, la mercière, arrêta Noémie Dartiel pour lui demander si elle avait déjeuné. Goulûment Jean Pellouer regardait cette Noémie qui avait 17 ans. Sa tête brune et bouclée d'ange espagnol n'était point faite pour un corps si ramassé. Mais Jean adorait le contraste d'un jeune corps dru, mal équarri et d'un séraphique visage qui faisait dire aux dames que Noémie Dartiel était jolie comme un tableau. Vierge de Raphaël qui eût été ragotte, elle émouvait chez Jean le meilleur et le pire, l'incitait aux hautes pensées comme aux basses délectations. Déjà son cou, sa douce gorge luisait de moiteur. Des cils indéfinis ajoutaient à la chasteté des longues paupières sombres, visage encore baigné de vague enfance, virginité des lèvres puériles, et soudain ses fortes mains de garçon, ses mollets qu'au ras du talon, comprimés de lacets, il fallait bien appeler cheville. Jean Pellouer regardait sournoisement cet ange. Le petit-fils de Cadette, lui, la pouvait regarder en face. Les beaux garçons, même du peuple, ont le droit de regard sur toutes les filles.